Boule de Suif de Guy de Maupassant. Pendant plusieurs jours de suite, des lambeaux d'armée en déroute avaient traversé la ville. Ce n'était point de la troupe, mais des hordes débandées. Les hommes avaient la barbe longue et sale, des uniformes en guenilles, et ils avançaient d'une allure molle, sans drapeau, sans régiment. Tous semblaient accablés, éreintés, incapables d'une pensée ou d'une résolution, marchant seulement par habitude et tombant de fatigue sitôt qu'ils s'arrêtaient. On voyait surtout des mobilisés, gens pacifiques, rentiers tranquilles, pliant sous le poids du fusil. Des petits mobelots alertes, faciles à l'épouvante et prompts à l'enthousiasme, prêts à l'attaque comme à la fuite. Puis, au milieu d'eux, quelques culottes rouges, débris d'une division moulue dans une grande bataille, des artilleurs sombres alignés avec des fantassins divers et parfois le casque brillant d'un dragon aux pieds pesants qui suivait avec peine la marche plus légère des lignards. Des légions de francs-tireurs aux appellations héroïques, les vengeurs de la défaite, les citoyens de la tombe, les partageurs de la mort passaient à leur tour avec des airs de bandits. Leur chef, ancien commerçant en drap ou en graines, ex-marchand de suif ou de savon, guerriers de circonstance, nommés officiers pour leurs écus ou la longueur de leurs moustaches, couverts d'armes, de flanelles et de galons, parlaient d'une voix retentissante, discutaient plans de campagne et prétendaient soutenir seule la France agonisante sous leurs épaules de fanfarons. Mais ils redoutaient parfois leurs propres soldats, gens de sac et de corde, souvent braves à outrance, pillards et débauchés. Les Prussiens allaient entrer dans Rouen, disait-on. La garde nationale, qui depuis 2 mois faisait des reconnaissances très prudentes dans les bois voisins, fusillant parfois ses propres sentinelles et se préparant au combat quand un petit lapin remuait sous des broussailles, était rentrée dans ses foyers. Ses armes, ses uniformes, tout son attirail meurtrier, dont elle épouvantait naguère les bornes des routes nationales à 3 lieues à la ronde, avait subitement disparu. Les derniers soldats français venaient enfin de traverser la Seine pour gagner Pont-Audemer par Saint-Sever et Bourg-Achard. Et marchant après tous, le général, désespéré, ne pouvant rien tenter avec ses loques disparates, et perdu lui-même dans la grande débâcle d'un peuple habitué à vaincre et désastreusement battu malgré sa bravoure légendaire, s'en allait à pied entre 2 officiers d'ordonnance. Puis, un calme profond. Une attente épouvantée et silencieuse avait plané sur la cité. Beaucoup de bourgeois bedonnants, émasculés par le commerce, attendaient anxieusement les vainqueurs, tremblant qu'on ne considérât comme une arme leur broche à rôtir ou leur grand couteau de cuisine. La vie semblait arrêtée. Les boutiques étaient closes, la rue muette. Quelquefois un habitant, intimidé par ce silence, filait rapidement le long des murs. L'angoisse de l'attente faisait désirer la venue de l'ennemi. Dans l'après-midi du jour qui suivit le départ des troupes françaises, quelques uhlans, sortis on ne sait d'où, traversèrent la ville avec célérité. Puis, un peu plus tard, une masse noire descendit de la côte Sainte-Catherine, tandis que 2 autres flots envahisseurs apparaissaient par les routes d'Arnetal et de Bois-Guillaume. Les avant-gardes des 3 corps, juste au même moment, se joignirent sur la place de l'Hôtel-de-Ville, et par toutes les rues voisines, l'armée allemande arrivait, déroulant ses bataillons qui faisaient sonner les pavés sous leurs pas durs et rythmés. Des commandements criés d'une voix inconnue et gutturale montaient le long des maisons qui semblaient mortes et désertes, tandis que, derrière les volets fermés, des yeux guettaient ces hommes victorieux, maîtres de la cité, des fortunes et des vies, de par le droit de guerre. Les habitants, dans leurs chambres assombries, avaient l'affolement que donnent les cataclysmes, les grands bouleversements meurtriers de la terre, contre lesquels toute sagesse et toute force sont inutiles. Car la même sensation reparaît chaque fois que l'ordre établi des choses est renversé, que la sécurité n'existe plus, que tout ce que prolongeaient les lois des hommes ou celles de la nature se trouve à la merci d'une brutalité inconsciente et féroce. Le tremblement de terre écrasant sous les maisons croulantes un peuple entier, le fleuve débordé qui roule les paysans noyés avec les cadavres des bœufs et les poutres arrachées au toit, ou l'armée glorieuse massacrant ceux qui se défendent, emmenant les autres prisonniers, pillant au nom du sabre et remerciant un dieu au son du canon, sont autant de fléaux effrayants qui déconcertent toute croyance à la justice éternelle, toute la confiance qu'on nous enseigne en la protection du ciel et en la raison de l'homme.
Mais à chaque porte, des petits détachements frappaient, puis disparaissaient dans les maisons. C'était l'occupation après l'invasion. Le devoir commençait pour les vaincus de se montrer gracieux envers les vainqueurs. Au bout de quelque temps, une fois la première terreur disparue, un calme nouveau s'établit. Dans beaucoup de familles, l'officier prussien mangeait à table. Il était parfois bien élevé et par politesse plaignait la France, disait sa répugnance en prenant part à cette guerre. On lui était reconnaissant de ce sentiment, puis on pouvait, un jour ou l'autre, avoir besoin de sa protection. En le ménageant, on obtiendrait peut-être quelques hommes de moins à nourrir. Et pourquoi blesser quelqu'un dont on dépendait tout à fait ? Agir ainsi serait moins de la bravoure que de la témérité, et la témérité n'est plus un défaut des bourgeois de Rouen, comme au temps des défenses héroïques où s'illustra leur cité. On se disait enfin, raison suprême tirée de l'urbanité française, qu'il demeurait bien permis d'être poli dans son intérieur pourvu qu'on ne se montrât pas familier en public avec le soldat étranger. Au dehors, on ne se connaissait plus, mais dans la maison on causait volontiers et l'Allemand demeurait plus longtemps chaque soir à se chauffer au foyer commun. La ville même reprenait peu à peu de son aspect ordinaire. Les Français ne sortaient guère encore, mais les soldats prussiens grouillaient dans les rues. Du reste, les officiers de hussards bleus, qui traînaient avec arrogance leurs grands outils de mort sur le pavé, ne semblaient pas avoir pour les simples citoyens énormément plus de mépris que les officiers de chasseurs, qui l'année d'avant buvaient au même café. Il y avait cependant quelque chose dans l'air, quelque chose de subtil et d'inconnu, une atmosphère étrangère intolérable comme une odeur répandue, l'odeur de l'invasion. Elle emplissait les demeures et les places publiques, changeait le goût des aliments, donnait l'impression d'être en voyage très loin chez des tribus barbares et dangereuses. Les vainqueurs exigeaient de l'argent, beaucoup d'argent. Les habitants payaient toujours. Ils étaient riches d'ailleurs. Mais plus un négociant normand devient opulent, et plus il souffre de tout sacrifice, de toute parcelle de sa fortune qu'il voit passer aux mains d'un autre. Cependant, à 2 ou 3 lieues sous la ville, en suivant le cours de la rivière, vers Croisset, Dieppedalle ou Biessart, les mariniers et les pêcheurs ramenaient souvent du fond de l'eau quelques cadavres d'Allemands gonflés dans son uniforme, tués d'un coup de couteau ou de savate, la tête écrasée par une pierre, ou jetés à l'eau d'une poussée du haut d'un pont. Les vases du fleuve ensevelissaient ces vengeances obscures, sauvages et légitimes, héroïsmes inconnus, attaques muettes, plus périlleuses que les batailles au grand jour et sans le retentissement de la gloire. Car la haine de l'étranger arme toujours quelques intrépides prêts à mourir pour une idée. Enfin, comme les envahisseurs, bien qu'assujettissant la ville à leur inflexible discipline, n'avaient accompli aucune des horreurs que la renommée leur faisait commettre tout le long de leur marche triomphale, on s'enhardit et le besoin du négoce travailla de nouveau le cœur des commerçants du pays. Quelques-uns avaient de gros intérêts engagés au Havre que l'armée française occupait, et ils voulurent tenter de gagner ce port en allant par terre à Dieppe où ils s'embarqueraient. On employa l'influence des officiers allemands dont on avait fait la connaissance et une autorisation de départ fut obtenue du général en chef. Donc, une grande diligence à 4 chevaux ayant été retenue pour ce voyage et 10 personnes s'étant fait inscrites chez le voiturier, on résolut de partir un mardi matin avant le jour pour éviter tout rassemblement. Depuis quelque temps déjà, la gelée avait durci la terre, et le lundi, vers 3 heures, de gros nuages noirs venant du nord apportèrent la neige qui tomba sans interruption pendant toute la soirée et toute la nuit. À 4h30 du matin, les voyageurs se réunirent dans la cour de l'hôtel de Normandie, où l'on devait monter en voiture. Ils étaient encore pleins de sommeil, et grelottaient de froid sous leurs couvertures. On se voyait mal dans l'obscurité, et l'entassement des lourds vêtements d'hiver faisait ressembler tous ces corps à des curés obèses avec leurs longues soutanes. Mais 2 hommes se reconnurent, un troisième les aborda, ils causèrent. « J'emmène ma femme, » dit l'un. « J'en fais autant. Et moi aussi. » Le premier ajouta. « Nous ne reviendrons pas à Rouen, et si les Prussiens approchent du Havre, nous gagnerons l'Angleterre. » Tous avaient les mêmes projets, étant de complexion semblable. Cependant, on n'attelait pas la voiture. Une petite lanterne que portait un valet d'écurie sortait de temps à autre d'une porte obscure pour disparaître immédiatement dans une autre. Des pieds de chevaux frappaient la terre, amortis par le fumier des litières, et une voix d'homme parlant aux bêtes et jurant s'entendait au fond du bâtiment. Un léger murmure de grelots annonça qu'on maniait les harnais.
Ce murmure devint bientôt un frémissement clair et continu, rythmé par le mouvement de l'animal s'arrêtant parfois, puis reprenant dans une brusque secousse qu'accompagnait le bruit mat du sabot ferré battant le sol. La porte subitement se ferma. Tout bruit cessa. Les bourgeois, gelés, s'étaient tus. Ils demeuraient immobiles et roidis. Un rideau de flocons blancs ininterrompu miroitait sans cesse en descendant vers la terre. Il avançait les formes, poudrait les choses d'une mousse de glace, et l'on n'entendait plus, dans le grand silence de la ville calme et ensevelie sous l'hiver, que ce froissement vague, innommable et flottant, de la neige qui tombe, plutôt sensation que bruit, entremêlement d'atomes légers qui semblaient emplir l'espace, couvrir le monde. L'homme reparut avec sa lanterne, tirant au bout d'une corde un cheval triste qui ne venait pas volontiers. Il le plaça contre le timon, attacha les traits, tourna longtemps autour pour assurer les harnais, car il ne pouvait se servir que d'une main, l'autre portant sa lumière. Comme il allait chercher la seconde bête, il remarqua tous ces voyageurs immobiles, déjà blancs de neige, et leur dit « Pourquoi ne montez-vous pas dans la voiture? Vous serez à l'abri au moins. » Ils n'y avaient pas songé, sans doute, et ils se précipitèrent. Les 3 hommes installèrent leurs femmes dans le fond, montèrent ensuite, puis les autres formes indécises et voilées prirent à leur tour les dernières places sans échanger une parole. Le plancher était couvert de paille où les pieds s'enfoncèrent. Les dames du fond, ayant apporté des petites chaufferettes en cuivre avec un charbon chimique, allumèrent ces appareils, et pendant quelque temps, à voix basse, elles en énumérèrent les avantages, se répétant des choses qu'elles savaient déjà depuis longtemps. Enfin, la diligence était attelée. Avec 6 chevaux au lieu de 4 à cause du tirage plus pénible, une voix du dehors demanda « Tout le monde est-il monté ?» Une voix du dedans répondit « Oui !» On partit. La voiture avançait lentement, à tout petits pas. Les roues s'enfonçaient dans la neige, le coffre entier geignait avec des craquements sourds, les bêtes glissaient, soufflaient, fumaient, et le fouet gigantesque du cocher claquait sans repos, voltigeait de tous les côtés, se nouant et se déroulant comme un serpent mince et cinglant brusquement quelques croupes rebondies qui se tendaient alors sous un effort plus violent. Mais le jour imperceptiblement grandissait. Ces flocons légers qu'un voyageur, rouennais pur sang, avait comparés à une pluie de coton ne tombaient plus. Une lueur sale filetait à travers de gros nuages obscurs et lourds qui rendaient plus éclatante la blancheur de la campagne, où apparaissait tantôt une ligne de grands arbres vêtus de givre, tantôt une chaumière avec un capuchon de neige. Dans la voiture, on se regardait curieusement, à la triste clarté de cette aurore. Tout au fond, aux meilleures places, sommeillaient en face l'un de l'autre monsieur et madame Loiseau, des marchands de vin en gros de la rue Grand-Pont. Ancien commis d'un patron ruiné dans les affaires, Loiseau avait acheté le fonds et fait fortune. Il vendait à très bon marché de très mauvais vins aux petits débitants des campagnes et passait parmi ses connaissances et ses amis pour un fripon madré, un vrai Normand plein de ruse et de jovialité. Sa réputation de filou était si bien établie qu'un soir à la préfecture, M. Tournel, auteur de fables et de chansons, esprit mordant et fin, une gloire locale, ayant proposé aux dames qu'il voyait un peu somnolentes de faire une partie de l'oiseau-vol, le mot lui-même vola à travers les salons du préfet, puis, gagnant ceux de la ville, avait fait rire pendant 1 mois toutes les mâchoires de la province. L'oiseau était en outre célèbre pour ses farces de toute nature, ses plaisanteries bonnes ou mauvaises, et personne ne pouvait parler de lui sans ajouter immédiatement « Il est impayable, ce l'oiseau ». Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.